Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce film Grand Tour qui nous tenait à cœur, qui était pour Jean-Paul et pour moi un des plus beaux films vus à Cannes cette année sans doute, où il a reçu le prix de la mise en scène, d'ailleurs il a été distingué. Je dirais qu'on a affaire ici à un... Voilà, vous savez que Pier Paolo Pasolini, le grand poète et cinéaste, distinguait cinéma de prose et cinéma de poésie. Là, on a affaire à la seconde catégorie, et je dirais même plus largement, il y a au cinéma presque deux catégories de cinéastes, pour être un peu schématique comme ça, exagérer un petit peu. Mais disons qu'il y a ceux qui essaye de gommer la présence du cinéma lui-même, le fait que le cinéma est fait de petits morceaux d'images et de sons rapiécés les uns aux autres. Tout n'est qu'assemblage, tout n'est qu'une construction en fait. Il y a les cinéastes qui essayent de faire oublier cela et de rendre leur film comme une espèce d'expérience à part entière où le travail, la couture est invisible. Et puis il y a les autres, je dirais ceux comme Miguel Gomsch. Alors je ne suis pas lusitanophone non plus, donc il paraît qu'il faut dire Gomsch. Des fois il peut m'arriver de déraper, de dire Gomez. Bon voilà. Deuxième catégorie, les cinéastes comme Gomsch, qui prennent acte que le cinéma est rapiessage et couture, et qui partent justement de cette faille, du côté hétérogène de cette expérience, et qui à partir de là vont essayer de faire surgir de l'imaginaire, de la fiction, des grands récits, un petit peu comme un certain cinéma classique de la grande époque pouvait le faire. Donc c'est aussi une certaine conscience qu'investit Miguel Gomsch dans son cinéma. L'idée que le cinéma est rapiessage, il est fait de morceaux. Et on n'a pas d'autre choix que de faire avec ces morceaux. Voilà, donc vous allez voir, c'est un cinéma très poétique, très inventif. Ce qu'il faut que je précise un petit peu pour retracer rapidement la généalogie du cinéma de Gomsch auquel on a affaire maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années sur la scène du cinéma d'auteur international. Il a commencé à tourner au début, dans la première moitié des années 2000, et il vient de ce pays, le Portugal, qui est un petit pays de production en Europe, qui est un pays un peu à part, qui a eu bien sûr une grande histoire, mais qui dans le cinéma, et même le cinéma d'auteur européen, est très minoritaire, et qui pourtant a eu une très grande importance par des producteurs de génie, par toute une génération de cinéastes qui dans les années 80-90 a vraiment porté ce cinéma, et notamment par un grand nom qui était Manuel de Oliveira, qui a tourné jusqu'à très tard, jusqu'à ses 106 ans. Et voilà, il y a eu un moment du cinéma portugais qui a marqué une sorte au sein du cinéma d'auteur européen, une sorte de contre-modèle dont Gomsch serait l'héritier. Contre-modèle qui affirme une forme d'excentricité, de goût pour la fiction, une certaine culture, un intérêt pour l'histoire, une forme de théâtralité aussi. Voilà, tout un cinéma qui a marqué, je dirais, une époque et qui a toujours été un petit élève inclassable et turbulent dans le concert du cinéma d'auteur européen. Donc Gomsch vient de là. C'est un admirateur de Oliveira, il connaît tout le travail qu'on fait au Portugal, un producteur comme Paulo Branco, et il s'est inscrit dès le départ là-dedans, dans l'idée d'un cinéma joueur, ludique, qui invente avec les formes, qui contrecarre les représentations trop établies. Et avec l'idée... ça s'est vu dès ses premiers films, et notamment le film qu'il a vraiment fait connaître sur la scène internationale, qui était un film magnifique qui s'appelait Ce cher mois d'août en 2008, qui était une petite promenade dans les bals populaires du sud du Portugal, et qui mélangeait très habilement la fiction et le documentaire en voulant raconter 1000 histoires, des histoires réelles et des histoires inventées. Et c'est cette fascination de passer de la réalité à la fiction, de tracer des chemins un peu inédits entre
ces formules, ces deux modalités du cinéma, et cette idée de vouloir collectionner tous les récits possibles aussi, d'avoir une espèce de générosité qui l'a mené, par exemple, à tourner une trilogie, un grand œuvre qui a été Les Mille et une nuits, par exemple, qui racontait la crise économique des années 2010 au Portugal en 3 volets, un grand film qui réunissait plein de façons de raconter le Portugal de ces années-là. Grand Tour, vous allez le voir, c'est un film qui lui aussi est très hétérogène, mélange beaucoup de régimes et qui est à la fois, je vous raconterai un petit peu après ses conditions de production parce que c'est très intéressant, mais c'est un film pour lequel Gomes et son équipe ont d'abord tourné une partie documentaire en Extrême-Orient, dans l'Asie du Sud-Est, au fil d'un périple qui les a amenés de Malaisie, Birmanie, Philippines, etc. Et ensuite, on écrit la fiction à partir de ces vues documentaires. Encore une fois, ce film est une façon de tresser les deux, de tisser des chemins entre la réalité, telle qu'on peut la filmer aujourd'hui, et puis les chemins de la fiction. Donc il y a de ça dans le film. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mélange. C'est un carnet de voyage, évidemment. C'est aussi un récit, une histoire d'amour, comme vous allez le voir, et un récit qui est un peu inspiré, je dirais, de l'imaginaire des romans de Joseph Conrad, qui remonte aux empires coloniaux du début du XXe siècle, ici notamment britanniques, avec 2 personnages qui se courent après à travers les pays de l'Extrême-Orient. Évidemment, il y a une lecture de tout ça, une distance qui est faite et un regard qui est porté sur voilà, ces sauts de puce que le film établit entre notre époque d'aujourd'hui et puis ce début du XXe siècle. Et il y a toute une réflexion sur l'histoire et en même temps une volonté de faire surgir de cet entrechoc permanent, de cette façon de frotter les images, les sons, la voix off et les vues documentaires, les scènes tournées en studio, car le film a aussi été en partie tourné en studio, voilà, de faire surgir un grand roman, une grande histoire, mais qui ne serait pas racontée comme dans tous les autres films, qui jaillirait justement de ces failles dont on a parlé au début, de cette idée que, au cœur du dispositif cinématographique, il y a un rapiessage, il y a un trou, il y a une faille, il y a quelque chose qu'on ne peut pas montrer et qui surgit du rapport entre toutes les images, entre toutes les voix dont est fait un film. Et c'est à partir de là que Gomes, voilà, encore une fois, vous voyez, je dérape facilement, va essayer de nous raconter cette histoire. Alors voilà, je vous en dévoile pas trop sur la nature du film. Je vous propose qu'on le regarde. Et puis, je pense qu'il y aura de quoi discuter après. Comme d'habitude, je ferai une petite lecture du film après la projection. Et puis ensuite, un micro circulera dans la salle. Et on pourra tous échanger à son sujet. Voilà, donc, on regarde Grand Tour et on se retrouve après. Bon film et à tout à l'heure. Bien, donc nous avons vu Grand Tour, le dernier film de Miguel Gomes, si ma langue dérape vers le français, mais bon, comme c'est un film très linguistique lui aussi, et qu'on passe sans cesse d'une langue à l'autre, je pense que voilà, il me pardonnera. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu ce qu'a été le tournage de ce film. Je ne voulais pas vous le dévoiler, peut-être que vous avez lu à son sujet, mais je ne voulais pas trop vous en dire avant la projection, parce qu'il y a quand même une vraie surprise par rapport au film tel qu'on le découvre, à son hétérogénéité, comme je l'avais dit, au fait qu'il est... Voilà, il est rapiécé de mille et une choses et qu'il est très hétéroclite, quoi. Alors, premier semestre 2020, Miguel Gomes et son équipe, une équipe plutôt réduite, partent tourner la première partie de ce film en Asie du Sud-Est, en décrivant le parcours, un peu le parcours similaire à celui qu'on a dans le récit. Voilà, Rangoon, Bangkok, Saigon, Manille, Osaka, puis Chongqing, la Chine, etc.
ils partent en mode documentaire, hein, équipe réduite, voilà, caméra, ils tournent des vues dans tous ces pays qu'ils visitent les uns après les autres, d'après le parcours qu'on appelle le Grand Tour et qui donne son titre au film et qui était une pratique traditionnelle voilà, des familles coloniales anglaises qui envoyaient leurs adolescents à la grande époque coloniale faire ce même voyage, hein, bien balisé, de pays en pays pour des vertus d'apprentissage, de formation, quoi. Et le Grand Tour, ça vient même du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ces mêmes familles nobles anglaises envoyaient leurs enfants se former en faisant le tour de l'Europe, en passant notamment par l'Italie, Florence, Rome, etc., pour s'éduquer, pour voir les grands chefs-d'œuvre de la peinture, etc. C'était ça, faire le grand tour, hein, pour ces familles de la bonne société anglaise. Et dans la société coloniale, ça s'est traduit par une autre forme de grand tour voilà, qui est décrit un petit peu dans ce film. Alors, le tournage commence par des documentaires. Voilà, il y a l'idée de retracer ce parcours et de filmer des vues de différents pays sans trame narrative forcément, mais simplement en captant des choses insolites, des choses vues comme ça, voilà, au fil des pays. Et puis l'idée de Gomez, c'était ensuite de rentrer, de voir ces rushs, ces images tournées, et à partir de là, d'inventer une histoire à partir, voilà, de ce qu'il avait capté, du parcours qui avait été tracé, et surtout des images tournées. Alors, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, puisque je vous ai dit, le tournage a commencé premier semestre 2020, et puis quand ils arrivent en Chine, il y a l'épidémie de Covid, qui est très sérieuse à ce moment-là et qui interrompt le tournage. L'équipe portugaise doit rentrer à domicile. Mais pour Gomes, le film ne s'est pas forcément interrompu là. C'est-à-dire que depuis Lisbonne, où il est basé, il a continué à travailler avec des opérateurs locaux avec lesquels il entretenait une correspondance à distance, quoi. Il communiquait à distance et il les envoyait filmer ci ou ça sur place, mais c'était cette fois des caméramens locaux, voilà, qui agissaient à distance. Donc il contrôlait un petit peu son tournage à distance en plein pendant la pandémie. Et ce qui quelque part lui correspondait bien, parce que là-dedans il y a ça évoque peut-être l'époque des Frères Lumière, des premières vues du cinéma, quelque chose de très primitif où filmer, ça a d'abord été couvrir le monde, montrer, prendre des vues, capter des vues des pays qu'on ne connaissait pas, des pays lointains, etc. Au tout début du cinéma, l'entreprise Lumière envoyait des opérateurs de par le monde aller filmer comme ça le lointain et ramener pour les spectateurs des vues de ces pays qu'ils ne connaissaient pas. Hein, il y a sans doute eu quelque chose de ça qui a frappé, je pense, l'esprit de Miguel Gomes, et il raconte lui-même que c'est quelque chose dont il s'est totalement accommodé. Donc ça a été une première partie, la partie documentaire, c'est-à-dire on se promène dans les villes, dans les lieux, et puis on collectionne, on ramène, on accumule des vues. Et puis, deuxième partie, là, à partir de ces vues, on invente la fiction, et cette fiction, elle a été tournée, cette fois non plus en mode documentaire, mais en studio. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du film, chaque fois que le récit adopte une modalité dialoguée avec les personnages, avec les acteurs. Ce sont des scènes tournées en studio, alors dans un studio à Rome, en Italie, mais peu importe, avec tout le casting portugais et autres. Et là, on bascule dans un autre type de cinéma qui a le cinéma complètement de fiction, fabriqué à l'intérieur de ce cube qu'est le studio, où il s'agit de
de faire naître tout un monde. Voilà, et l'idée a été donc entre tous les plans, d'assembler ensuite ces plans de voyage, ce carnet de voyage documentaire, avec la fiction qui venait compléter un petit peu et inventer un récit à l'intérieur de ce déplacement initial. Voilà, c'est assez particulier comme démarche. Je pense que l'idée et l'objectif de Gomsch en faisant ça, c'est de ne pas partir d'un scénario écrit, en tout cas de prendre le contre-pied, je dirais, d'un dogme du cinéma mondial actuel, d'une façon de faire qui est très généralisée, très majoritaire. C'est qu'un film, c'est d'abord un scénario. Ça s'écrit, voilà, on écrit les scènes, on écrit tout ce qui doit se passer, on écrit les dialogues, et puis après, il n'y a plus qu'à le tourner. Alors, je pense que Gomsch, ça l'ennuie terriblement, que tout l'imaginaire du film soit scellé dès le départ dans un scénario et qu'il n'y ait plus qu'ensuite qu'à l'appliquer, voilà, qu'à le dérouler en quelque sorte au tournage, mais que la chose soit scellée dès le départ et en quelque sorte prédéterminée. Voilà, je pense que c'est ce qui l'embête. Il a voulu renverser les choses, c'est-à-dire ne pas partir d'une histoire établi, mais partir de lieux, de visions, d'images, de vues insolites, de choses captées, et seulement à partir de là, essayer de voir quelle histoire pourrait s'intégrer dans ces interstices. Je pense que voilà, c'est ça qui l'intéresse, c'est toujours aussi de partir d'une certaine réalité, de faire avec le réel pour ensuite voir quelle sorte de fiction pourrait naître à partir de là. Vous voyez, cette façon de renverser les choses, c'est aussi une façon de déjouer un petit peu les autoroutes toutes faites des histoires qu'on raconte à longueur de film, les habitudes, les réflexes, etc. Et de se laisser un petit peu surprendre par la matière de ce qu'on filme. Voilà. Donc ça, c'est la méthode. Ensuite, ce tournage en 2 temps. Il faut bien dire que cette façon de faire en 2 temps, elle se reflète de bien des manières à l'intérieur du film. Et le film est construit comme ça sur ces 2 parties, sur un système d'opposition, sur beaucoup de choses qui fonctionnent par binôme ou par 2. Alors on l'a dit, les 2 grandes premières, le premier binôme, le premier couple du film, ceux qui fonctionnent par 2, outre le fait que le film a été tourné en 2 temps, documentaire d'abord, fiction ensuite. Voilà, c'est ça, c'est documentaire et fiction. Mais il y a aussi autre chose qui découle directement de ça, de cette opposition-là, c'est que le documentaire, il est contemporain. C'est-à-dire qu'il est filmé aujourd'hui, dans des villes, avec de la circulation, des voitures, de la modernité, quoi, en quelque sorte. Et la fiction, elle est aujourd'hui séculaire, enfin, c'est-à-dire elle est du début du XXe siècle. Hein, c'est-à-dire que c'est un récit qui a 100 ans. Et c'est plus de 100 ans d'ailleurs, hein, et qui date de cette époque coloniale où l'Empire britannique a encore beaucoup de comptoirs, de présence en Asie du Sud-Est, et évidemment l'histoire que le film raconte est nourrie de ça. Hein. Les personnages principaux font partie de cette petite société coloniale anglaise qui, à ce moment-là, sur le fil on est juste après la Première Guerre mondiale, sur le fil du XXe siècle qui s'installe, sent que quelque chose est en train de se déliter de ce pouvoir colonial. Et donc, voilà, il y a une vraie disjonction là, qui s'installe entre les 2 époques, et dont Gomsch joue de manière très étonnante. Alors, évidemment, il y a cette différence, cette distance entre les 2 époques, qui est tout à fait intéressante, dans le sens où les lieux traversés
quand on les voit aujourd'hui, il y a bien sûr un lieu, ça n'est jamais que le temps présent dans lequel il est filmé. Un lieu, c'est toujours aussi la mémoire de ceux qui l'ont traversé. Dans une ville, c'est toujours la sédimentation de plusieurs époques. Et puis, tout dépend des vues documentaires aussi qu'on traverse. C'est-à-dire qu'il y en a qui, dans les pratiques qu'elles représentent, peuvent tout à fait coller, être en adéquation avec le début du XXe siècle ou même des époques encore plus lointaines. Quand on voit les coupeurs de bambou ou les coupeurs de fleurs de lotus dans les marais, voilà, c'est des visions qui peuvent venir d'un temps beaucoup plus lointain. Alors que quand on est dans les villes, là, il est évident qu'il y a une distance qui se crée et que le rapport au temps est très variable dans le film. Et donc, tout ce qui est traversée des villes, passage documentaire, est presque le revers fantomatique de ce que la fiction nous raconte, dans le sens où il y a beaucoup de virtualité dans cette construction. Ça veut dire que quand on traverse une ville, quand on voit la ville, on se dit toujours « Ah, les personnages, en fait, auraient pu passer là, ont dû passer par là ». Il y a toujours un conditionnel qui s'installe, c'est-à-dire que quand on est avec les personnages, on est dans le présent de la fiction, et puis après, quand il y a ces décrochages temporels, on se dit oui, ils ont dû passer par là, ils se sont probablement, ils ont été présents dans ce lieu, etc. C'est tout un système d'écho et de résonance qui se déploie. Et puis, il y a un autre système d'opposition dans le film, enfin d'opposition, je veux dire, quelque chose qui marche par deux. C'est l'image et la voix. Parce que vous avez vu que l'un des procédés les plus importants du film et les plus remarquables, c'est la voix off. Il y a de la voix off. Parce que, encore une fois, quand on a ce carnet de voyage, quand on traverse Rangoon, Saïgon, etc., Manille avec le combat de coq, eh bien, ce sont des vues, des pures captations, des choses croisées. Ça peut être un voyage en bateau, ça peut être la circulation des scooters qui dessinent une sorte de ballet, etc. Et voilà, ce sont... c'est du pur présent, quoi, en quelque sorte. C'est un relevé des situations croisées à l'intérieur de ces lieux visités. Mais la voix, elle raconte quelque chose. À la voix, à l'image revient le réel, la réalité traversée, le diaporama des situations qu'on a filmées, et à la voix, elle revient la profondeur du récit. L'idée de raconter quelque chose, de dire qui est passé par là, qui est venu, quelles situations sont advenues aux personnages. Et c'est assez intéressant ce jeu qui s'établit, parce que on peut remarquer aussi quelque chose. Je reviens, je fais un petit saut au début du film. Alors voilà, on a déjà établi quelques oppositions. Fiction documentaire, temps contemporain, passé de l'époque coloniale, on passe des uns aux autres. L'image et la voix, oui, c'est ça, l'image et la voix off. Et puis il y en aurait encore une dernière qui serait le noir et blanc et la couleur. Tout fonctionne comme ça. Et évidemment, tout ça, c'est des questions de montage. Il faut monter, et puis ce sont des rapports, les rapports entre toutes ces couples, ces binômes, ces oppositions, créent des choses. Mais si je reviens un petit peu en arrière, au tout début du film, pour moi, il y a quand même deux images qui sont très importantes, qui vont permettre encore une fois, d'avancer. C'est une matière assez complexe, c'est un film assez difficile à définir, et on pourra justement, je pense que ça va beaucoup nourrir la conversation, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de façons de l'interpréter. On revient au tout début du film. Pour moi, il y a deux images qui sont très importantes. La première, c'est ce manège, c'est une image de manège, de grande roue, quoi, grosso modo, au tout début du film. Alors, on ne sait pas exactement encore où on est peut-être en Birmanie, là d'où part le voyage de l'homme, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le personnage masculin.
Édouard, voilà. Les noms de personnages m'échappent assez rapidement. Mais le voyage d'Édouard commence en Birmanie et qu'est-ce qu'on voit tout d'abord? C'est ce manège, cette espèce de roue qui n'est pas une roue électrique d'ailleurs, elle est actionnée par des gens qui grimpent dessus et qui la font tourner, hein, parfois dans des postures assez périlleuses, il faut bien le dire. C'est typique des choses vues insolites que Gomsch aime repérer justement quand il se balade dans ce sud-est asiatique. Et donc, voilà, l'image de la roue, elle est assez programmatique. Déjà, c'est le grand tour, oui, presque, hein, qui est en train de s'actionner, ce cycle, cette rotation. Et puis, ça va nous annoncer, voilà, justement, quelque chose qui est cyclique, qui se tourne autour et qui est globalement la forme du récit, dans le sens où c'est là aussi un récit lui-même. On rejoint les choses qui vont par deux, les duos, les binômes d'opposition. C'est un récit qui recommence deux fois. D'abord le parcours d'Edward et ensuite celui de Molly, qui va retraverser grosso modo les mêmes lieux. Mais il y a bien une scission au milieu du film qui en fait un film double, qui en fait un film dédoublé de l'intérieur. Vous voyez, tout est comme ça, hein. On est vraiment presque dans une structure, je ne vais pas employer des grands mots, mais c'est presque fractal, tellement tout se divise en soi-même. Tout est divisible, tout est dédoublé, quoi, en quelque sorte, hein, jusqu'au récit du film. Et la roue est évidemment, alors on peut lui donner plein d'interprétations, que ce soit le destin, que ce soit... Mais il y a le côté artisanal, hein, du manège qui est assez frappant dans cette espèce de fête foraine locale. Voilà, donc ça c'est une chose. Deuxième image qui vient juste après, qui pour moi aussi est très annonciatrice, d'autant plus qu'on va la retrouver à plusieurs moments du film. Voilà, c'est théâtre de marionnettes, exactement. Alors théâtre de marionnettes, je ne saurais pas exactement le situer. Est-ce que c'est des marionnettes balinaises? Est-ce que c'est... on imagine que c'est lié un petit peu au lieu où on est à chaque fois. Mais en tout cas, il y a des marionnettes qui sont actionnées par des fils. Il y a des théâtres d'ombre aussi, hein, avec projection, un écran. Et puis il y a le très beau passage aussi avec la fable du coq et de la poule, là, qui sont là des semi-marionnettes avec les corps, où jouent les corps des marionnettistes déguisés, quoi, hein. Et là, c'est presque une reconfiguration des corps qui dessine l'animal, quoi. Donc ça, c'est assez beau aussi. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut les prendre comme une façon de... Alors, bien sûr, on a dit que le film était hybride, qu'il était nourri par le documentaire. C'était une façon de renverser l'écriture du film en lui-même et d'inventer une histoire autrement. Mais je pense que Gomez, par ses scènes de marionnettes, ces scènes de théâtre, parfois des théâtres de rue, hein, on a l'impression, c'est vraiment des théâtres populaires qu'on croise comme ça à même la rue, ou qui sont des petites échoppes. Il affirme la primauté du spectacle et de la représentation. Il dit on est dans un espace de représentation, d'invention, d'illusion. Hein, et même si je me nourris du réel, l'illusion est première. L'illusion est là pour nous guider et il va s'agir de considérer le film comme cette construction. Vous assistez à un spectacle mythique sur les figures de déesses géantes qui enlèvent une femme, un homme, etc. Mais vous voyez très bien qui, derrière, est en train de les actionner. C'est-à-dire, vous voyez l'histoire et vous voyez les coulisses. Vous voyez les marionnettistes qui, dans l'ombre, manipulent ces figures. Il y a aussi un très beau passage où... je ne sais plus exactement où on doit être au Vietnam, et puis il y a des marionnettistes masqués, hein, qui dans un temple manipulent les figures, et c'est aussi une très très belle scène. Mais voilà, c'est une façon aussi de nous dire, les coutures, on va vous les montrer, on va vous les exposer, hein, vous allez voir de quoi le film est fait, et on ne va pas jouer à un jeu, hein, tout ça est une construction, tout ça est un spectacle. Et comme dans le théâtre de marionnettes, vous allez voir les marionnettistes, ici, vous allez voir un petit peu de quoi tout est fait. Et c'est assez beau parce que ça résonne bien sûr avec la toute fin du film où, on a dit, hein, à quel point le film pouvait avoir un fond conradien. On pense au roman de Conrad qui aussi racontait le début du XXe siècle, l'épopée coloniale anglaise, sous son versant de décrépitude, et le moment où, même
les fonctionnaires coloniaux, tous ceux qui dans Au cœur des ténèbres, dans des romans comme ça, comment ces personnages-là, ou dans Jeunesse, enfin il y a plein de textes de Conrad qui parlent de ça, le moment où même les coloniaux n'y croient plus et sentent bien que quelque chose est en train de se perdre. Il y a beaucoup de personnages conradiens qui se perdent dans le territoire, qui sont bouffés en quelque sorte par ce lointain qu'ils ont voulu conquérir, hein, et qui finit par les recouvrir, par les gagner en quelque sorte. C'est un peu ça que raconte le film. On a Edward qui n'assume plus ses fonctions et qui est un personnage fuyant, qui fuit son mariage et qui fuit en même temps... je crois qu'il doit être attaché d'ambassade ou quelque chose comme ça. C'est un agent diplomatique de la couronne britannique. Et il passe de bateau en bateau, de pays en pays pour fuir cette fonction et littéralement se perdre dans les montagnes de Wagyu. Là, c'est la dernière fois qu'on le voit, c'est la scène très belle aussi avec le consul qui fume de l'opium. Autre figure de cette société coloniale en décrépitude, qui sent bien que... et en plus, il a un propos très mélancolique sur le rôle des Occidentaux en Orient, en Chine. Il dit, nous n'avons jamais compris l'Orient. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'il lui dit à ce moment-là. Et puis, Molly, le destin de Molly, c'est de courir après un mariage qui, visiblement, se dérobe à elle, de poursuivre son fiancé, mais elle va mourir au milieu de ce paysage. Hein. Encore une fois, la poursuite est une façon de disparaître au milieu du paysage. Et la très belle scène à la fin, là où Gomsch réaffirme le principe de l'illusion et du spectacle, c'est que, comme il nous montrait les marionnettistes, comme il nous montre très bien les coutures de son film, qui est rapiécé, qui est fait de morceaux de choses très hétéroclites, comme on l'a dit, et à la fin, il nous montre le studio, le plateau de tournage. Hein, c'est-à-dire que... Alors, c'est très poétiquement fait, puisqu'on s'envole avec la fumée de la vieille femme chinoise qui est en train de fumer quelque chose à côté. Et la fumée nous dévoile le projecteur, hein, qui est fixé sur Molly. Et c'est la lumière, quelque part, c'est-à-dire l'arbitraire du spectacle qui décide qu'elle va réouvrir les yeux. Et sa mort est conjurée par cette mécanique du cinéma, cet appareillage magique, hein, dont Gomsch croit fermement à la magie et qu'il manipule en tant que tel. Cette formidable machinerie qu'est le cinéma et à travers laquelle on peut dire finalement ce personnage qui devait mourir, avec lequel meurt aussi quelque chose du destin de cette société coloniale en décrépitude, moi je décide de la réanimer, de la faire revivre, parce que finalement le motif amoureux et puis la façon dont il a dépeint cette femme de manière très précise, très belle, il sauve le personnage en dernier recours. Voilà, donc ça c'est une chose assez intéressante. Alors, il y aurait évidemment plein d'éléments à décrire dans le film. Je parle juste d'une dernière chose qui me semble... Puis après, on va dialoguer, je vous donne la parole, mais un point important pour moi, c'est le commerce des langues dans le film, la façon dont il se débrouille avec la langue. Parce qu'on a quand même 2 personnages anglais, mais c'est un film portugais, donc il parle en portugais. À la limite, ça, c'est une convention, hein, évidemment. Je pense que c'est plus facile de raconter l'influence coloniale en Extrême-Orient à partir de personnages anglais, parce que les Portugais ont été présents aussi, mais ils n'avaient sans doute pas la même étendue de ce côté du globe. Mais c'est aussi une convention de spectacle, c'est-à-dire, je ne sais pas, quand on va voir Tchekhov au théâtre, les personnages russes de Tchekhov parlent français. Quand on va voir, c'est une façon de jouer comme ça avec les époques, et aussi une certaine mémoire du cinéma. Ça, j'y reviendrai aussi un tout petit peu avant qu'on en discute. Mais il y a aussi la façon dont la voix off, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'était arrivé un peu trop tôt, ce pourquoi j'ai bugué un petit peu. La voix off, c'est très intéressant la façon dont Gomsch joue avec cette voix off dont on a dit qu'elle était chargée du récit.
hein, de raconter, quand on a affaire aux images documentaires, comment les personnages dont l'histoire se déroule sous nos yeux auraient pu passer par là, comment ils sont venus dans ces endroits, comment ils les hantent encore peut-être, voilà. Et à chaque fois, alors on change, la voix off change de langue à chaque fois qu'on est dans un nouveau pays. Et elle adopte la langue du pays en question. Hein, donc on entend du birman, du thaïlandais, du vietnamien, du philippin, du japonais. Alors, voilà, la langue, elle accompagne le voyage aussi. Et le narrateur, en quelque sorte, change de personne et de langue à chaque fois qu'on est dans un nouveau pays. Donc ça, c'est aussi bon, c'est assez étonnant. Et quand on accompagne Edward, première partie du film, premier bloc, la voix off est féminine. Et quand on accompagne Molly, deuxième bloc, la voix off est masculine. Voilà. Donc on est toujours, hein, vous avez bien compris la structure. Alors on est toujours dans ce... Voilà. Une des oppositions que j'aurais pu dire aussi au début, c'est l'homme d'un côté et la femme de l'autre. Hein, ce couple qui se court après, qui ne se rencontrera jamais, qui traverse les mêmes lieux, mais de façon différée, hein, avec une petite distance de latence qui font qu'ils ne se croisent pas. Voilà, ça rejoint encore une fois le système du film. Film qui joue avec beaucoup de choses, il y a tout un imaginaire cinéphile derrière, et notamment, je pense que ce qui intéresse Gomsch, c'est aussi de ramener quelque chose. Alors, il a totalement la conscience d'être un moderne, d'être un cinéaste d'aujourd'hui, qui ne peut faire qu'avec l'état d'éclatement et de spécialisation dans lequel est arrivé le cinéma aujourd'hui, mais qui rêve quelque part à l'innocence du spectacle. On l'a dit, c'est pour ça qu'il filme les théâtres de rue, c'est pour ça qu'à la fin, il ranime son personnage féminin par la magie d'un projecteur de lumière. Il veut croire à cette innocence du spectacle primitif, de ce spectacle des premiers temps. Et il croit beaucoup, et en tant que cinéphile, je pense, il fait beaucoup référence au Hollywood classique, y compris dans ce film-là. Alors bon, on a dit c'est un couple d'Anglais qui se court après dans un décor d'Extrême-Orient, mais ça fait beaucoup référence à une certaine fiction exotique hollywoodienne des années 30-40. Des films comme Shanghai Express, Morocco, ça s'appelait Cœur brûlé avec Marlène Dietrich et Gary Cooper, comme Casablanca, etc. Enfin, tout un cinéma, un Hollywood qui recréait le monde à l'intérieur des studios. Hein, et je pense que c'est ce qu'il a envie de faire aussi, une façon de rassembler dans le même film Grand Tour deux façons de parler du monde. Alors, quelles sont ces deux façons? Encore une fois, le 2 est important. Il y a une façon qui consiste à partir avec sa caméra à l'épaule, filmer le monde sur place, c'est ce qu'ils ont fait dans la première partie du tournage. Et puis, il y a eu la grande façon hollywoodienne de convoquer le monde aux États-Unis dans les petits studios d'Hollywood. Voilà, c'était justement la structure du studio et cette recréation du monde, de l'étranger, du lointain, certes avec toutes les limites de l'exotisme de l'époque, mais voilà, on pouvait reconvoquer le monde de l'intérieur du studio. Et c'est ce qu'il fait ici. Et ça, voilà, je pense que ça convoque aussi beaucoup cet imaginaire. Deux petites choses, vraiment rapides, et puis je vous passe la parole tout de suite. Non, il y a eu 2 critiques à Cannes sur le film, ça peut lancer la discussion, c'est pour ça que je l'ai dit. Première critique qui a été énoncée à Cannes, je ne souscris pas du tout. C'est qu'on a accusé le film d'être un peu dandy par rapport à la question coloniale. C'est-à-dire d'accompagner 2 personnages de coloniaux et voilà, de se satisfaire comme ça de leur petite course amoureuse et de ne pas assez montrer les conditions de souffrance des colonisés, etc. Bon, c'est une question, je pense, un peu oiseuse dans le sens où le film dit tout le contraire, enfin il montre tout le contraire, en tout cas il montre vraiment la déréliction et la perte totale de repères et sans doute la condamnation à terme de cette société coloniale. Hein. On l'a déjà dit, on l'a déjà expliqué à travers les 2 personnages. Là, je pense que cette critique tape à côté. Il y en a une autre qui peut être beaucoup plus discutée, c'est qu'on a dit que le film était très fragmenté, trop fragmenté, qu'il y avait en soi des très belles scènes, des très beaux fragments, mais qu'il n'y avait pas vraiment de film entre ces fragments, et qu'il y avait un éclatement un peu trop général, voilà, et qu'il n'arrivait pas à trouver
entre tout ça, cette grande fiction, ce grand roman finalement qu'il voulait nous raconter, voilà, qui avait trop de morceaux, mais pas assez de liens finalement entre ces morceaux. Voilà, donc ça, à la limite, ça peut se discuter, mais voilà, ça permet, je pense, ça peut donner une base au débat. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis très bavard, excusez-moi, mais il y avait beaucoup de choses à dire aussi. Donc maintenant, on peut en venir au moment des questions. Oui. Oui, effectivement, quelques réflexions en fait, hein, parce que c'est dense. Déjà, il y a une référence qui me parle pas mal, c'est, je pense, Fitzcarraldo quand même, entre le chanteur d'opéra et puis toute cette remontée impossible du fleuve avec les gens qui tiraient sur les épaules. Sur la question de la langue, alors j'ai peut-être raté des bouts, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à coller toutes les langues de colons, en fait. On a du portugais, on a de l'espagnol, on a du français. Et l'allemand, je ne suis pas sûr qu'on l'ait complètement, mais peut-être on le retrouve à travers ça, à travers la référence Fitzcarraldo. Après, sur ce que vous venez de dire sur le côté critique du fait que c'est des bouts et que ça fait plus vraiment un film, ça, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment très subjectif et chacun a envie de voir ce qu'il a envie de voir. Mais dans la littérature, moi, je pense un de mes écrivains préférés, c'est quand même Georges Perec. Il a su montrer aussi qu'on peut faire un film avec un puzzle, quoi. Hein. Et c'est ça et c'est à nous aussi de remplir les trous. Hein. Il y a ça, et puis après sur le côté colonisateur et sa vision, j'ai l'impression que plus que la colonisation, cette incapacité que vous avez dite, qui est dit par le consul allongé en train de prendre sa dose d'opium, il y a aussi surtout quelque part une forme de constat qu'il y a quand même une grande vanité dans tous les gens qui fuient, qui vont là-bas. Ils comprendront jamais. Et puis surtout que ce qui se transpire de tous les personnages colons, tous, c'est qu'il y a quand même une forme d'ennui terrible, en fait. En gros, qu'est-ce qu'ils ont été foutre là-bas, quoi. Donc ça, je pense pas. Peut-être qu'ils jugent pas la colonisation de la même manière qu'on peut l'avoir sur le volet social, mais simplement sur la question du sens, en fait. À quoi ça sert ? Oui, je pense qu'il y a l'histoire du rendez-vous manqué, en fait, qui résonne beaucoup avec ce que le film raconte à son échelle, les deux personnages qui se courent après et qui ne se rencontrent pas. Et puis, il y a une façon aussi de traverser un peu tout ça, et on comprend beaucoup de choses avec les coulis qui vont dépouiller Edward, avec ce moment aussi assez incroyable où Molly passe dans un village en Chine où plusieurs hommes sont mis au pilori, hein, parce qu'ils ont été accusés d'avoir volé, dépouillé des Occidentaux. Voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment les deux versants et il y a une façon comme ça assez allusive alors qui n'est pas en effet militante, démonstrative, qui ne prend pas la question en charge. Voilà, mais qui répond aussi au projet poétique de Gomsch, hein, qui fait autre chose en fait que cela. Mais ça n'empêche pas de montrer la fin d'un monde, hein, et je pense qu'il le fait plutôt bien. Oui, Fitzcarraldo, j'avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. C'est pas mal d'évoquer Fitzcarraldo. Il y a une rétro Werner Herzog en plus en ce moment. Oui, bonsoir et merci pour votre exposé. Moi, personnellement, ce qui m'a surpris dans ce film, parce que bon, j'y suis venue sans trop connaître le pourquoi du comment, c'est ce mélange justement d'images entre l'aspect théâtral avec ces marionnettes et puis aussi une certaine réalité de ces pays asiatiques qu'on découvre, que ce soit à partir de cette culture qu'ils ont et puis aussi de ce paysage qui est quand même fulgurant. Et ce qui m'a surtout plu, c'est ce contraste entre ces images un petit peu anciennes ou du temps des colonies, et puis ensuite ces images de la ville réelle, quoi, de ces villes asiatiques très denses, très ça m'a beaucoup plu, ça m'a frappé. Après, je pense que le film est un peu long par rapport à l'histoire. On voit bien qu'il est coupé en deux, d'un côté le monsieur, de l'autre côté la dame.
Et ça se retrouve, et puis il y a aussi une espèce d'analyse sur les sentiments. Donc, jusqu'où on va dans le sentiment amoureux ou non. Voilà, mais bon, sinon c'est un film qui sort de l'ordinaire, quoi. Une autre chose, je rebondis, mais une autre chose qu'on lui a reproché, c'était peut-être un regard touristique sur l'Orient, enfin sur l'Asie. Et en effet, les vues documentaires assument de capter peut-être des choses qu'on a vues dans beaucoup de films, des choses qu'on connaît, mais je pense que plus profondément que ça, elles assument le point de vue d'une équipe occidentale qui vient tourner dans ces pays et qui, oui, va être intéressée par la circulation des scooters à l'heure de pointe, mais comme n'importe qui aurait pris cette photo, mais surtout qui, plus que le côté touristique ou les clichés ou les visions de cartes postales, ce qu'on a reproché au film, hein, de faire de la carte postale, ça allait jusque-là. Bon, bah voilà, c'est le jeu, hein, il y a toujours des critiques négatives, c'est normal, mais moi je pense qu'il vise plutôt l'insolite. Comme il cherche une forme d'insolite, et si des fois ça a deux doigts du cliché, c'est pas grave. Il y a la vision du voyageur, hein, qui ne connaît pas, qui voit pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il va repérer ? Moi, je trouve ça très intéressant, toutes ces petites vues documentaires, même si elles sont hétéroclites. Il y a, par exemple, les hommes qui travaillent sur les poteaux électriques à main nue, quand même, et qui sont comme des funambules sur les fils électriques qui réparent. Voilà. Alors ça l'intéresse. Ça, c'est une image. Ça, il se passe quelque chose. Il y a l'homme au karaoké qui chante My Way, la version Sinatra de comme d'habitude de Claude François, et qui chante ça avec une telle, il met une telle croyance, une telle intensité qui finit en larmes et il s'écroule en larmes dans le karaoké. Oh, voilà, ça c'est une image insolite, ça il capte, ou je sais pas, les pandas pendus dans les arbres, quoi, qui sont en l'air comme ça avec leur grosse fourrure. On se demande comment ils arrivent à surplomber comme ça la forêt, voilà. Et voilà, ça c'est des images. Et c'est alors on peut dire oui, le panda en Chine, d'accord, c'est touristique, c'est carte postale et tout, mais je pense que c'est plus l'insolite de l'image, de la situation qui repère et qui va chercher à assembler. Ouais, il y en a plein des comme ça, hein, donc je voulais juste passer la parole, mais juste au passage sur Madame disait que le film était peut-être parfois ressenti comme un peu long, et j'avoue que moi aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé la première partie plus difficile en fait que la seconde, et je me suis demandé du coup suite à ça, alors il y a tout ce que tu expliquais sur le côté divisé en deux, comme tu dis, et je me suis dit au fond est-ce qu'il aurait pu, est-ce que ça aurait été souhaitable dans ce film-là d'alterner en fait les aventures des deux personnages. J'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est une nécessité du film d'avoir vraiment radicalement coupé en deux, ou est-ce qu'une alternance plus régulière aurait permis peut-être de construire quelque chose de plus dynamique, entre guillemets? Alors moi j'ai du mal à réagir sur le côté on trouve un film trop long ou trop court, parce que moi je trouve que l'ennui c'est subjectif, c'est pas transitif, ça se partage pas. On peut très bien être ennuyé devant un film, le voisin l'est pas du tout, et puis on le regarde 2 ans plus tard et on va pas du tout. Enfin bon, voilà, pour moi c'est vraiment des questions stricto sensu personnel, on s'ennuie pas, etc. Bon, ok. Là-dessus, je pense que... Est-ce que le film aurait pu être plus court? Est-ce qu'il aurait pu être monté autrement? Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est un film qui se construit complètement contre l'idée de nécessité. Justement, je pense que s'il a voulu déjouer la logique du scénario à l'origine, c'est pour libérer quelque chose et qui puisse être monté de plein de manières différentes. Et je pense que en fait le seul guide, le seul fil rouge à l'intérieur du film, c'est le parcours qu'ils ont décrit, c'est-à-dire le tracé de ville en ville, de pays en pays qu'ils ont décrit, et c'est tout. Et c'est ça vraiment qui tapisse la construction du film en fait. Et je pense qu'ils sont finalement, ils sont assez libres par rapport à ça, mais il y a quand même une chose qui les oblige, c'est cette circulation, c'est ce trajet décrit d'un pays à l'autre. Parce qu'on voit bien que
je ne sais pas comment dire, mais on voit bien que c'est ce qui est filmé, c'est d'avoir filmé tel bateau qui va leur donner l'idée du voyage. C'est d'avoir filmé telle échoppe dans la rue qui va leur donner l'idée de décrire, ce que va nous raconter la voix off. Et ça, c'est aussi une dimension intéressante du film. J'en ai pas parlé, mais on aurait pu développer un peu là-dessus. C'est que la relation entre ce qui est dit en voix off et ce qu'on voit à l'image n'est pas toujours directement reliée, en fait. Elle est plus ou moins lâche. C'est-à-dire, des fois, ce qui est dit en voix off n'est pas du tout en rapport avec ce qu'on voit. Et des fois, ça résonne. Et des fois, c'est très proche. Mais tout cela est fluctuant. Et moi, je trouve que c'est un jeu formidable avec la voix off de faire ça, justement. C'est-à-dire que la voix ne soit pas toujours là pour commenter ce qu'on est en train de voir. Que la voix ne soit pas toujours là pour nous expliquer ce qui est en train de se passer dans l'image. Mais au contraire, qu'elle ouvre une relation plus vaste, plus libre avec ce qui est en train de se passer à l'image. Et donc oui, alors je ne sais pas comment retomber sur mes pattes, mais je pense que le film aurait en effet pu être monté de plein de manières différentes. Je crois que finalement, il est toujours le résultat de ce que le cinéaste a voulu et ce qu'il a, voilà. Mais il me semble en effet vraiment aller à rebours de l'idée d'une nécessité ou d'une efficacité du récit, voilà, qui condenserait, qui relancerait la fiction par plein de... Non, parce que je crois qu'au fond de Grand Tour, il y a l'idée de quelque chose, en effet, on l'a dit, qui se délite. Il y a quelque chose d'assez contemplatif. Il y a une forme presque de rêverie en Orient, qui se déploie et qui appelle cette forme peut-être un peu flottante, un peu relâchée, parfois des scènes qui durent un peu, ces brumes dans la forêt, etc. Quelque chose de vaporeux dans le film, qui me semble résonner avec son rythme un peu langoureux. Bon. Voilà. Bon, alors après, il y a plusieurs façons de le traverser. Je me permets juste une tentative en rebond. Je pense qu'il y a deux choses. Évidemment, ça paraît long, mais comme vous l'avez dit au départ, c'est peut-être aussi une manière de rendre hommage à De Oliveira qui, pour le coup, la longueur, ça ne l'effrayait pas. Et sur le même référence à De Oliveira, il y a quand même un personnage qui est assez fort dans le film et un échange important avec le révérend là, qui remonte le fleuve. Et il y a un échange avec Molly, où en fait il explique qu'il va faire son trajet pour expliquer qu'il veut arrêter. Et Molly qui lui dit, ça doit être dur de mettre fin aux convictions. Il dit, pas du tout, ça me libère. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça me fait penser beaucoup à un film qui n'a rien à voir, français, que j'ai bien aimé, qui s'appelle Paternel, où en fait c'est exactement ce que dit Grégory Gadebois en fait, dans le film. C'est drôle. Enfin bref, toujours est-il que ça, je me demande si quelque part, c'est pas la réponse à la question du réalisateur en disant, oui, non, mais effectivement, quelque part, d'une certaine façon, je fais une forme de suicide artistique en mélangeant plein de trucs qui vont dérouter plein de monde. Mais ma réponse, c'est qu'en fait, moi, je considère que c'est ma manière de faire des séries et c'est ça qui me libère, quoi. Oui, en effet, elle est belle cette scène avec le prêtre qui prône la renonciation. Il dit, Molly lui dit, ça doit être dur de renoncer à son précaré, là, ce que vous avez conquis en terre étrangère, à votre chapelle en quelque sorte. Il dit, mais non, en fait, ça soulage beaucoup de renoncer. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est un beau moment. Oui, en fait, je pense que ce qu'il cherche à travers ce film, et pourquoi peut-être il y a un rythme langoureux, une ambiance vaporeuse, et qui est peut-être aussi un sentiment d'Orient aussi, quelque part. C'est pas le même temps là-bas. C'est pas notre temps occidental, réglé, efficace, etc. Et peut-être que je pense qu'il se laisse imprégner de ça aussi. Je pense que il cherche à faire jaillir un imaginaire de tout ce montage d'éléments hétérogènes. La voix, l'image, la fiction, le documentaire, la couleur, le noir et blanc. Qu'est-ce qui naît de tout ça? Qu'est-ce qu'il arrive à faire surgir? Quelle est la troisième image que nous, spectateurs, on va se former dans notre tête? Il est peut-être là le film.
Il est peut-être pas sur l'écran, il est peut-être pas dans les haut-parleurs, il est dans le contact avec le spectateur. Et est-ce que ça va pas faire jaillir autre chose dans sa tête ? C'est une expérience. Et il y a un petit côté laboratoire dans le film. C'est pour ça que, oui, alors je suis d'accord. Moi, un truc avec lequel je pourrais être d'accord, c'est que c'est inégal. C'est que tout ne prend pas de la même façon et que, voilà, il y a des passages qui sont un petit peu plus brinque-ballants. Il y a des fois des passages en force. Certes, parce qu'il y a un petit côté laboratoire et que tout ne prend pas de la même façon. Mais je trouve quand même que l'expérience est assez inédite, assez intéressante. Voilà. C'est pas, il y a des exemples. Hein. Il y a un très beau film. On pourrait revenir, ce serait trop long, sur tout ce qu'a été le cinéma de la voix off, cette modernité de la voix off, des films racontés comme ça à la voix. Il y aurait tout le cinéma de Marguerite Duras, il y aurait beaucoup de choses dans le cinéma portugais. Oliveira, la voix, c'est très important. Quand on voit, il y a un film qui est ressorti il n'y a pas longtemps, Le Val Abraham d'Oliveira, qui a été restauré. C'est un film raconté à la voix off, c'est assez sidérant. Mais un petit exemple, c'est un très beau film, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle Sans Soleil, un film de Chris Marker. Ah, oui. Qui est un documentaire entre le Japon, le Burkina Faso et puis je ne sais plus où. Mais tout ce qui est raconté en voix off, c'est des échanges épistolaires purement fictionnels. Et même science-fictionnels. Il invente un récit d'anticipation sur des images documentaires filmées un peu partout dans le monde. Et c'est totalement incroyable. Et le texte est très beau. Enfin bon, voilà, pour dire qu'il y avait des prédécesseurs, quoi. Oui, alors pour revenir sur le curé qu'on rencontre, il dit qu'il a quand même mis 3 ans de réflexion, et après il se pense qu'il va mettre aussi 3 ans pour regretter, quoi. C'est intéressant. Et oui, moi je trouve, au contraire de ce qu'on a pu dire, d'après ce que vous avez rapporté, c'est que justement c'est très subtil et très délicat la manière dont il raconte les rapports entre les colonisés et les colons. C'est sans jugement, il pose. En plus, il y a un très beau couple qui est celui de Mélie avec Gnoc. Et ouais. Bon, elles sont pas de la même culture, mais il y a une vraie complicité. Et alors, ce qu'ils disent aussi à un moment, et que je pense qu'ont dû vivre beaucoup de colons, c'est qu'effectivement, c'est pas facile de rester, mais c'est pas facile non plus de partir, parce que il y a une double culture finalement, hein, quand on reste longtemps dans des cultures aussi différentes. D'ailleurs, Marguerite Duras en parle très très bien dans ses livres et ses films. Et on parlait tout à l'heure, Claire Denis, elle parle beaucoup de ça. Et ensuite, comment dire ? Ah oui, moi ce que j'ai aimé dans la représentation, parce que c'est typique des pays colonisés, c'est les orchestres qui sont des musiciens locaux, mais qui sont déguisés en occidentaux. Et en plus, ils jouent des musiques... Alors, bon, on connaît ça par cœur, qui venait de Cuba, qui venait de... etc. Et ça, il touche juste... Mais de toute façon, il le dit dans d'autres films, hein, Miguel Gomez... Comment on dit Gomes, voilà. Il le dit dans ses autres films, en l'occurrence Tabou, mais même, comment dire, ce cher mois d'août, même si c'est qu'au Portugal, déjà, on sent tout ça, ce regard qu'il a sur ses orchestres. Moi, il ne m'a pas paru long, j'aurais pu passer encore des heures avec... Oui, c'est très relatif, ça. C'est-à-dire que, bon, voilà. Et puis, je pensais à une chose, c'est que maintenant, avec les archives visuelles qu'on a sur les guerres, sur tout ça, est sorti à un moment, et toujours encore aujourd'hui, beaucoup de documentaires faits avec des archives. Et du coup, on a une narration à partir d'archives. Donc, on sait bien qu'un documentaire, ça reste une fiction par le montage de celui qui monte, même s'il essaye d'être proche, c'est quand même son regard personnel au réalisateur. Et là, je me dis, il a fait le contraire, en fait. Il a comment dire, l'historique, c'est une fiction, et il a utilisé le contemporain comme archive. Enfin, il a fait vraiment le switch, et c'est vraiment intéressant. Ça Bon, après, effectivement, il y a plein de choses qui se renvoient. Et moi, j'ai vu la fin comme si c'était l'âme qui montait, comme ces bulles
Elle dit c'est les âmes des morts, je crois. On voit des petites bulles de... Enfin, on imagine des bulles de savon. Enfin, voilà, il y a trop de choses à dire. J'ai adoré. Non, merci. Moi, je trouve que c'est une très belle idée que le contemporain soit l'archive de... Mais en effet, parce que c'est réversible, en fait. Hein, il y a deux faces, quoi. Il y a la face contemporaine, la face du passé, et les deux se renvoient en miroir. Juste un petit truc, et puis je donne la parole à monsieur juste après. L'orchestre, l'histoire de l'orchestre, là, qui est en costume pailleté et tout, je crois que c'est à Shanghai. C'est à Shanghai, et je pense que c'est un reste de la période où la ville était divisée entre différents comptoirs, entre différents pays, etc. Et c'est ce qui m'a fait me dire, en revoyant le film là, à quel point une ville était quand même une sédimentation du passé. La ville renvoie à plein d'époques, en fait. Et de voir les orchestres qui jouent du mambo, en effet... jazz ou mambo, ça c'est ce qui a été emmené par les différents visiteurs et tout. C'est une mémoire de Shanghai. Hein. Et tout ça, voilà, encore une fois, résonne avec ce que le film raconte. Mais oui, c'est merci beaucoup de votre exposé. Tout à l'heure, vous avez parlé des langues. Et sincèrement, la mémoire, quelquefois, nous rappelle quelque chose. Quand vous avez parlé de ça, tout de suite, ça m'est revenu à l'esprit que ça peut être quand un auteur, même quand il écrit, il tient à, comment dirais-je, à citer quelques idées dans les langues étrangères. Nous avons vécu ici même cette question avec le président Goncourt. Quand il a la première fois cité une langue étrangère très rare, je me suis dit sûr qu'elle aime cette langue. Effectivement, dans son exposé, il l'a dit, mais il a cité plusieurs langues. Et pour moi, c'est ce que je voulais dire le plus important, peut-être je me trompe, ça leur donne de l'authenticité. Dans le livre du président de l'Académie Goncourt, quand on entend les citations dans les langues étrangères, nous avons l'impression d'entendre et non de lire. Voilà, merci beaucoup, pardon. Merci, monsieur. Non, mais c'est très juste. Moi, il me semble qu'il y a encore même une dimension en plus dans le film par rapport à la langue, par rapport à tout ce qu'on a dit. Je crois qu'il y a un vrai plaisir esthétique de Gomsch d'entendre les langues étrangères. De les entendre, simplement de leur donner une plage dans le film comme ça, parce que c'est une musique. C'est une musique. Voilà, qui raconte le pays, qui raconte plein de choses et qui est caractéristique. Et surtout, je pense qu'il y a aussi ce plaisir de frotter le portugais, qui est sa langue natale, qui est la langue de base du film, à ces autres langues, de tordre un peu le portugais, de montrer, par exemple, quand il est au Japon, dans l'espèce de temple des hommes, il dit ça de manière un peu comique, qui ont un panier sur la tête, etc. Il filme un japonais qui parle portugais. Il n'arrête pas aussi de secouer le portugais par d'autres langues. C'est très beau d'entendre sa langue natale parlée par des gens d'autres pays qui ont un accent. L'éventail d'accents qui fait vivre une langue, qui la secoue de l'intérieur et qui lui donne comme ça des ornementations, c'est formidable. C'est une musique déployée, quoi. Et je pense qu'il a un grand plaisir à faire ça. Je pense que et c'est presque alors c'est un film très musical. Alors, il y a toute la séquence avec on parlait du ballet des scooters là, mais c'est sur une valse de Strauss. Je sais même plus. Je sais pas si c'est le Danube ou. Valse de Strauss, voilà, oui, voilà. Oui. Oui, et puis il y a plein de musique. Alors il y a My Way, à la fin Beyond the Sea. C'est Charles Trenet là. Hein. Bon, c'est une réinterprétation par Sinatra de Charles Trenet. Voilà, il y a plein de musique. Voilà, ouais. Il y a le chanteur d'opéra, et puis alors ça je ne saurais pas retrouver l'opéra que c'est, mais après il joue l'opéra quand on voit les petits ventilateurs automatisés là au plafond, etc. Voilà, c'est un film. On a dit film de montage. On a rappelé tous les éléments hétérogènes qui étaient montés dans ce film. Et ben film de montage, c'est une partition musicale. Ouais, je crois qu'il y a ça, c'est très important aussi. Et la langue en effet participe.
Et il n'y a pas que la partition musicale, il y a aussi la prise de son, parce que ce qui est beau par moment, c'est qu'on a la partition musicale et derrière, on a toujours la prise de son. Ouais. On a toujours les sons. Alors, je ne sais pas si c'est du son direct ou si ça... Comme vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en studio quand ça n'est pas documentaire. Mais je crois, j'ai remarqué un moment où ils sont en bateau. Alors on dit que lui, il est dedans. Évidemment, on le dit. C'est pas sûr qu'il y ait eu ça puisqu'il a utilisé des... Et donc on entend les bruits du bateau, on entend plein de clapotis, des oiseaux, etc. Et en même temps, il y a une musique dessus. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique qu'il ait associé et le son et la musique par moment. Dès qu'on voit les personnages, on est en studio. Dès qu'on les voit pas, on est en documentaire. Donc c'est vraiment. J'ai peut-être une question idiote à vous poser. Il n'y a pas de question idiote. Ce film a été récompensé par le prix de la mise en scène. Quelle définition donnez-vous de la mise en scène ? Alors là, ça c'est une colle, comme on disait à mon époque. Parce que ça m'interpelle. Ouais. Il a eu le prix de la mise en scène. Bon, alors c'est vrai que moi, il y a une absurdité dans les remises de prix. C'est toujours quand on donne un prix du meilleur film et un prix de la meilleure mise en scène. Alors là, moi, je voudrais me dire un petit peu ce qu'est la différence. Je sais pas trop. Moi, j'ai l'impression que alors, il y a plein de définitions de la mise en scène. Bon, peut-être une qu'on pourrait donner, c'est que la mise en scène, c'est l'ensemble des décisions, des choix, des décisions qui ont été prises, des choix qui ont été faits pour aboutir à la forme matérielle du film tel qu'il se présente à nous. Quel travelling à quel moment ? Quel choix d'acteur ? Quelle façon d'écrire un dialogue ? Quel costume retenu pour habiller tel acteur, telle actrice ? Quel élément de décor derrière, quand est-ce qu'on commence un plan, quand est-ce qu'on l'arrête, quelle musique on met en arrière-fond. Pour moi, c'est tout ça la mise en scène. C'est les choix faits pour aboutir à la forme qu'on a sous les yeux. Alors certains vous diraient la mise en scène, c'est ce que fait le cinéaste sur le plateau quand il dit moteur, coupé, on fait déplacer la caméra de là à là. Pour moi, ça suffit pas. Pour moi, c'est plus large que ça, la mise en scène. La mise en scène, ça commence quand on décide de faire une histoire d'amour, par exemple. Et puis ça se poursuit quand on dit, pour jouer cette histoire d'amour, on va prendre un tel et un tel. Et elle sera coiffée comme ça. Et c'est une instance qu'on localise beaucoup dans la personne du réalisateur, qui en effet centralise beaucoup de choses au centre du plateau, mais qui peut être partagée, la mise en scène. Il y a d'autres personnes dans son équipe qui sont amenées à faire des choix, notamment les acteurs sur la façon dont ils vont interpréter les choses. Et moi, je pense qu'il faut avoir une vision plus transitive de la mise en scène, comme quelque chose qui peut circuler entre des personnes. Mais pour moi, je dirais, si je dois dessiner le champ de la mise en scène, voilà, c'est les choix qui ont amené à la forme qu'on a sous les yeux. Bon, c'est une définition un peu matérialiste peut-être, mais voilà. Écoute, merci Mathieu. Je voulais juste dire qu'on va se retrouver mi-janvier pour que tu nous présentes le dernier film de Paul Schrader au Canada. Tout à fait, ouais. Paul Schrader, qui est un vétéran du Nouvel Hollywood et qui, depuis quelque temps, est entré dans une nouvelle phase de sa carrière où il tourne des films à petit budget tout à fait étonnants, et où il explore comme ça les domaines de la culpabilité, de la rédemption, des grands motifs américains. Et voilà, c'est un calviniste de naissance, admirateur de Bresson, et en même temps un des purs trublions du nouvel Hollywood des années 70, un des derniers vétérans qui nous reste du cinéma américain des années 70. Donc voilà, ça va être intéressant. Ouais, puis on va retrouver Richard Gere. Enfin, il y a quand même Richard Gere, après, 40 ans après American Gigolo, ils avaient déjà tourné ensemble American Gigolo, et là c'est son retrouvaille avec Richard Gere. Merci beaucoup Mathieu. Merci d'être resté.